Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Toujours dans l'actualité nationale, colloque national de la réforme et de l'administration s'est tenu aujourd'hui au sein du Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, le bilan de l'agression israélienne s'élève à plus de 12 300 morts à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée, au Palais de la République, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, en séjour à Djibouti, dans le cadre d'une mission de travail de 48 heures dédiée au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'audience présidentielle servit de cadre à Mme Touré pour procéder à l'inventaire général des canevas de coopération définis avec sa consoeur djiboutienne, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, en vue d'un développement significatif des partenariats et collaborations entre les deux pays dans les domaines liés à la promotion de la femme et de la famille et de l'enfant. Ces entretiens avec le chef de l'État permirent aussi surtout aux deux parties d'enregistrer des additions importantes aux conclusions de leurs travaux, notamment à la convention d'accord de partenariat réalisée entre elles. La République de Djibouti et la Côte d'Ivoire ont à vocation établie à accroître leur niveau d'échange et de coopération, leur similitude à disposer d'atouts majeurs dans un ordre pluriel de domaines de développement plaide en faveur d'un accroissement des partenariats stratégiques entre elles. Outre la ministre djiboutienne de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan Ali, a pris part à cette rencontre. A noté la participation également à cette audience du consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire auprès de la République de Djibouti, Tomi Toyaro. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant du Côte d'Ivoire, Mme Nasseneba Touré, a exprimé son enthousiasme à son audience avec le président de la République. Elle a exprimé l'engagement de la Côte d'Ivoire à renforcer les liens de coopération avec la République de Djibouti. Ça a été un honneur pour moi d'être reçu par ce grand monsieur qui est l'élément stabilisateur de la zone est-africaine en la personne du président de la République de Djibouti. Et aujourd'hui, nos échanges ont tourné autour de la visite de travail de 2 jours que j'ai eue au Djibouti avec mon homologue, Madame la ministre en charge de la femme, et qui a été une visite de travail très enrichissante, qui a pu mettre en exergue la similarité, vue même avec la distance, des cultures, des pratiques de travail et aussi des résultats. Et je suis très contente d'avoir été là, au point où, avec mon homologue, nous avons signé un mémorandum d'accord de collaboration que nous comptons mettre en œuvre dès 2023 maintenant, puisque Madame la ministre viendra en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre très bientôt. Alors, hormis ça, j'ai découvert un pays frère, une hospitalité légendaire, et j'ai eu la chance de rencontrer le premier des Djiboutiens, Monsieur le Président, et la première des Djiboutiennes, Madame la Première Dame, et plusieurs membres du gouvernement. Je ne suis pas surprise de la stabilité et de l'évolution du pays au plan économique. J'ai rencontré des personnes sages, des personnes engagées, des Djiboutiennes et des Djiboutiens engagés pour Djibouti. Et c'est ce qui donne des résultats probants au niveau de la stabilité, au niveau économique depuis ces 10 dernières années. Eh bien, la délégation de la Côte d'Ivoire, conduite par la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré, qui est arrivée à Djibouti, rappelons-le, vendredi dernier, a poursuivi sa tournée successivement. Elle s'est rendue à la pouponnière d'Ariel et le Centre de protection de l'enfant, ainsi que l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Après l'accueil chaleureux reçu par la ministre ivoirienne et sa délégation, les responsables des deux centres ont fait visiter aux hôtes les chambres d'enfants,
la crèche, la garderie et le reste des espaces aménagés pour le bien-être. Lors des différentes visites effectuées par la ministre Côte d'Ivoire, accompagnée des différents services d'accueil et de garde d'enfants, elle a reçu des explications détaillées sur la nature du travail dans ce lieu pour enfants. Et pour clôturer sa tournée, la délégation s'est rendue au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, où ils ont été accueillis chaleureusement par les responsables de l'UNFD et d'autres responsables civils et militaires et des femmes djiboutiennes. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie au rythme des chants et danses traditionnelles par une aide de personnalités civiles et militaires. Là encore, le tour du propriétaire n'était pas fait pour nos invités afin de leur faire découvrir les opportunités offertes aux femmes et jeunes filles djiboutiennes pour leur épanouissement. Après son mot de bienvenue, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatma Moussa, a expliqué le rôle crucial joué par l'UNFD pour le développement du pays en général et l'amélioration de la condition des femmes en particulier. La Djiboutienne demeure actrice et non spectatrice du processus de développement socio-économique et politique de son pays. Madame la ministre, votre présent déplacement avec vos proches collaborateurs revêt pour nous tous d'une importance capitale pour le renforcement de nos liens d'amitié et de coopération. Nous sommes très heureuses de vous réitérer encore une fois de plus la bienvenue et vous souhaiter un bon séjour dans notre pays. Ensuite, la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant de la Côte d'Ivoire, Mme Nasseba Touré, a pris la parole pour remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour sa contribution inestimable dans tous les domaines et celui de la femme en particulier. Elle a également salué le parcours très avancé de la République de Djibouti en matière de droits de la femme et de l'enfant. De femmes de Djibouti depuis 1977, action de la première dame d'alors, d'antan, et aussi la première dame d'aujourd'hui qui a repris les fondements de cette institution et l'a hissée à un niveau très appréciable de par la présentation que je viens de voir. Je voudrais vraiment féliciter à travers la secrétaire générale Madame la Première Dame de Djibouti et toute l'équipe et tout le bureau de l'Union des femmes de Djibouti. Vous faites un travail formidable et je pense que la présentation illustre l'engagement des femmes
leur travail d'équipe et aussi l'engagement aux valeurs de votre nation, de votre pays qui est Djibouti. Et votre engagement, vous arrivez à le traduire en réalité, bien entendu, par ce que je vois depuis hier que je suis là, par une volonté, votre président de la République. Et je suis convaincu que Madame la Première Dame est certes la meilleure conseillère du président. Les meilleurs conseils aux grands hommes sont donnés à l'oreiller et c'est la traduction qui est cette belle organisation de ces femmes présentes à tous les niveaux de prise de décision de la gestion de Djibouti, de votre pays. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a félicité l'excellente relation fraternelle qui existe depuis longtemps entre la République de Djibouti et la République de la Côte d'Ivoire et assure que Djibouti continuera à renforcer ce lien. Le mérite revient à nos premières dames de ce pays, feu Mme Acha Bourré et la première dame actuelle, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui, jour et nuit, ne ménage aucun effort pour donner la bonne voie que la femme doit prendre à Djibouti, qu'elle a toujours prise, et de maintenir surtout cette place pour que nous soyons toujours à la hauteur des valeurs djiboutiennes. Et ce mérite, pour nous, c'est un modèle, c'est un exemple, et toute femme djiboutienne garde ce modèle en vue pour que nous soyons capables de relever le défi à chaque fois. Le mérite revient également aussi au premier avocat de la femme djiboutienne, c'est le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui met toujours la femme en avant dans ses visions, dans ses perspectives, dans ses décisions politiques, parce qu'il sait qu'avec la femme, on pourra atteindre les objectifs escomptés. Nous sommes fiers aussi d'appartenir à cette nation qui est et qui a comme valeur la valeur de la paix, de la solidarité, du citoyen frère, de rester aux côtés de tous les Djiboutiens, quel que soit le rang ou la zone géographique dont ils proviennent. Nous avons cette fierté d'appartenir à cette nation et de revendre cette richesse que nous avons, qui est la paix dans notre région, avec autant d'instabilité. La femme joue dans cette situation ou dans cette question de la paix un rôle très important. Nous sommes au premier rang dans les conflits, les discussions, le rassemblement de la population, la mise en place de contextes de citoyenneté. Et c'est ce qui fait notre richesse, et vraiment nous sommes fiers. Nous sommes fiers, d'autant plus que la valeur de la femme djiboutienne n'a pas perdu de place à Djibouti. Et je vous dis dans le titre, sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a organisé ce matin un colloque national de la réforme de l'administration sur le thème « Une réforme participative et équitable au service du développement durable ». Ce colloque, qui va durer 3 jours au Palais du Peuple, a réuni le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, des membres du gouvernement, des membres députés et parlementaires, le secrétaire exécutif de la réforme et de l'administration, la représentante du PNUD, plusieurs hauts responsables du ministère sectoriel et des représentants de la région. L'objectif de ces colloques sur la réforme vise d'une part à rassembler les hauts cadres de l'administration publique et toutes les parties prenantes pour échanger des vues sur les besoins des usagers de mesures, les progrès et passer à un niveau supérieur, et d'autre part de récolter les idées d'amélioration qui seront exposées lors des discussions, de suggestions, d'actions prioritaires et de réflexions par les participants au colloque. Cette rencontre de haut niveau devra répondre aux priorités nationales du plan de développement PND Djibouti ici 2020-2024 avec un focus sur la coordination du travail gouvernemental en matière de réforme administrative. Il s'agit là de moderniser davantage notre système administratif afin de lui permettre de mieux répondre à ses missions de service public et de développement. Le but est de donner à l'administration un rôle de moteur dans le processus d'émergence, impulser un nouvel élan de la réforme et afin de mettre en place une nouvelle feuille de route
comprenant des actions prioritaires. Et vous pouvez aussi, on l'espère, être des porteurs, des ambassadeurs, des propositions d'actions qui ressortiront du colloque et conduiront à des plans d'action concrets avec des priorités à court et moyen terme, au national comme dans les régions et au plus proche du terrain. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce matin devant cette auguste assemblée, réunie pour prendre part au colloque de réflexion et d'échange portant sur une réforme participative équitable de l'administration au service du développement durable. Je voudrais, avant tout propos, remercier Monsieur le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale pour avoir associé le PNUD à cet important exercice de réflexion et pour l'organisation de ce colloque qui me semble doublement important à la fois pour le gouvernement de la République de Djibouti. Eh bien, le secrétaire exécutif chargé de la réforme, M. Mohamed Awalé, a rappelé que l'administration publique est l'interface principale entre le gouvernement, la société civile et les citoyens. Pour moi et mon équipe, de vous voir prendre part à cet événement d'importance capitale pour la politique du gouvernement en matière de la réforme de l'administration. C'est également un grand jour pour notre institution, le SECRA, qui porte la réforme, de présenter les acquis et de tracer ensemble les perspectives. Des réformes sectorielles importantes ont été entreprises par le gouvernement depuis ces dernières décennies, notamment à travers le SECRA. Sans passer le détail, parmi les composants de la réforme de l'administration, la modernisation de notre fonction publique, le perfectionnement et la motivation des agents de l'administration et la mise en place de nos concitoyens sont les priorités. Mesdames et messieurs, néanmoins, il reste beaucoup à faire pour moderniser notre administration afin que celui-ci soit en mesure d'impacter positivement le cadre socio-économique de notre pays. Pour y parvenir, il est important de revoir la concertation entre les organes de pilotage et les parties prenantes. En ce sens, le but d'organiser ce colloque est non seulement de fusionner ensemble les réalisations de la réforme en faisant un arrêt sur le progrès accompli jusqu'à présent et les projets non aboutis, mais également nous devons nous interroger sur comment nous pouvons utiliser les enseignements tirés de nos expériences passées pour orienter notre démarche future. Eh bien, le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, condamne quant à lui une réforme d'immobilisme et espère une réforme d'envergure qui permettra, par le biais des conclusions de ce colloque, une meilleure gestion des ressources humaines, la transformation numérique de l'administration publique et le changement de la culture du travail et le développement d'un service public inclusif. Notre pays, en effet, s'est engagé depuis 2016 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans une vaste réforme de l'administration publique, une réforme mettant un accent particulier mis sur la qualité, l'efficacité et l'efficience du service public. L'ambition des chefs de l'État et du gouvernement reste fondamentalement la même aujourd'hui. Le colloque qui nous réunit ce matin constitue une opportunité de rassembler tous les acteurs concernés autour d'une table pour évaluer les chemins parcourus depuis 2016 et le travail restant à accomplir pour moderniser et adapter l'administration publique aux évolutions de son environnement social, technologique et économique. Mesdames et messieurs, le secrétariat exécutif en charge du pilotage de la réforme a lancé des initiatives visant à améliorer les démarches des usagers, parmi lesquels les projets de mise en place de la déclaration des services aux citoyens, DSC. Les conclusions de ce colloque serviront pour la prochaine étape une feuille de route auquel je proposerai au final au Premier ministre. Cette étape portera
principalement sur 3 sujets: la gestion des ressources humaines de l'État, l'administration électronique et la gestion publique. Pourquoi d'abord la gestion des ressources humaines de l'État? Parce que je suis persuadé, comme vous toutes et tous, qu'une bonne part des pesanteurs et des dysfonctionnements de l'administration provient d'une gestion fragile, pour ne pas dire défaillante, de ces ressources humaines. Il s'agira de veiller à la stricte application des textes en vigueur ou de les améliorer le cas échéant. J'ai l'intime conviction que les ressources humaines des services publics sont considérables en quantité, mais aussi en qualité. Pour optimiser ces ressources, on ne peut faire l'économie des réformes et des modes de gestion, récompenser mieux ceux qui sont les plus méritants en leur offrant des plans de carrière attractifs et évolutifs. Eh bien, le Premier ministre salue les progrès accomplis tels que la réforme du système fiscal, la promotion de la bonne gouvernance administrative et les réformes des entreprises publiques et la motivation des agents publics grâce à des révisions des cadres juridiques substantiels, dont la révision du statut de la fonction publique. Je suis honoré d'être le parrain de ce colloque national de la réforme de l'administration, en ma qualité de chef de l'administration, un événement marquant qui reflète notre engagement envers une administration djiboutienne efficace, efficiente, au service du développement durable. Au cours des dernières décennies, notre nation a entrepris un voyage significatif de réformes administratives. Des jalons importants sont posés tels que la déclaration des services aux citoyens, renforçant le lien entre l'administration et les administrés. Toutefois, nous reconnaissons que même les initiatives les plus louables restent parfois désirables pour atteindre l'excellence attendue. Nous saluons les progrès accomplis, tels que la réforme du système fiscal, la promotion de la bonne gouvernance administrative, les réformes des entreprises publiques et la motivation des agents publics grâce à des révisions des cadres juridiques substantiels, dont la révision du statut de la fonction publique. En tant que chef de l'administration, j'attends de ce colloque des échanges francs sur les défis entravant une mise en œuvre efficace de ces réformes. Aux experts, aux praticiens, chercheurs présents, je vous interpelle sur la nécessité d'évaluer si une réorientation de notre politique des réformes vers de nouveaux axes est opportune, aussi une remise à zéro de ces processus s'impose. Mesdames et messieurs, notre gouvernement a investi considérablement en fonds, ressources matérielles et humaines dans cette transformation. Nous croyons en une administration de proximité, participative et inclusive. Aujourd'hui, je vous invite à partager vos idées et expériences, à nous guider sur la voie qui garantira une administration alignée sur les besoins et aspirations de nos concitoyens. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi sous la houlette du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone. Le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, a organisé ce matin une formation sur le développement des infrastructures à large bande dans le domaine d'éthique pour les États arabes qui va durer du 19 au 21 novembre au Djibouti Palace Kempinski. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs hauts responsables du ministère de la Communication, à savoir le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Ahmed Youssouf Elmi, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed
à Sowebuh, ainsi qu'un parterre de participants de la formation venus des pays de la Ligue arabe. Cette formation pratique est dispensée par un formateur, M. Abdullah Silva. Elle a pour objectif principal de développer les connaissances et les compétences des participants sur les principes de la planification d'entreprise et de leur mise en pratique dans le contexte du soutien à la prise de décisions politiques et réglementaires en matière de développement des infrastructures. La formation abordera les principaux aspects liés au thème tels que l'estimation de la demande, les revenus attendus, les coûts opérationnels, la définition des paramètres liés aux investissements, les définitions liées aux coûts moyens pondérés du capital ainsi que les mécanismes publics de financement des projets d'infrastructure. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, a remercié l'Union internationale des télécommunications pour son appui à l'organisation de cet atelier à Djibouti et surtout à la mise à notre disposition d'un expert pour dispenser cette importante formation. C'est pour moi un grand plaisir de prononcer cette allocution d'ouverture de l'atelier de formation sur la planification des activités liées au développement des infrastructures large bande et vous souhaiter la cordiale bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Je voudrais avant tout remercier l'Union internationale des télécommunications pour son appui à l'organisation de cet atelier à Djibouti et surtout à la mise à notre disposition d'un expert pour dispenser de cette importante formation. Cet atelier de formation sur la planification des activités liées au développement des infrastructures large bande sera l'occasion pour nous de discuter du développement de nos infrastructures numériques et leur impact sur nos économies respectives. Mes remerciements s'adressent ensuite à tous nos invités venus principalement de la région arabe pour leur présence et je me réjouis également de la présence d'un nombre important de participants djiboutiens et je les remercie. Mesdames et messieurs, je suis ravi de voir qu'un sujet qui m'est cher depuis que je suis à la tête de mon département, un sujet crucial pour la réussite de notre région en ce 21e siècle, soit traité lors de cette formation. L'objectif principal de cette formation est de doter les participants des connaissances et des compétences essentielles liées à la planification des activités dans le contexte du développement des infrastructures large bande. De nos jours, le monde entier est grandement dépendant de la fibre optique pour satisfaire nos besoins croissants en télécommunications et rien ne semble pouvoir inverser cette tendance. L'accès à des réseaux de télécommunications performants, susceptibles de répondre aux exigences de la clientèle, est devenu un sujet au cœur des préoccupations de nos pays. Tout à fait autre chose cette fois-ci. La 5e session du comité mixte djibouto-saoudienne au niveau des experts a débuté ce matin à l'hôtel Kapeski. La cérémonie d'ouverture a été coprésidée par l'ambassadeur de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdid Saïd Bamakrama, et le sous-secrétaire du ministère saoudien des Transports et des Services Logistiques, Dr Mansour Al-Turki. Les discussions du comité mixte, qui va durer 2 jours, porteront sur le moyen de renforcer et de développer les relations fraternelles et la coopération conjointe entre Djibouti et Riyad dans divers domaines. Les deux parties examineront et examinent également la coopération bilatérale entre Djibouti et l'Arabie Saoudite afin d'évaluer les réalisations accomplies depuis la session précédente. La convocation de ce comité mixte périodique s'inscrit dans le cadre d'une démarche permanente de coordination et de concertation sur l'ensemble des plans adoptés conjointement par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et le serviteur de deux saints mosquées, le roi Salman, afin de réaliser et d'incarner la coopération bilatérale en réponse aux aspirations de deux peuples frères de Djibouti et d'Arabie Saoudite. Il a noté que les réunions d'aujourd'hui interviennent en préparation de réunions du comité au niveau ministériel qui se tiendront demain à Djibouti sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, et le ministre saoudien des Transports et la Logistique, l'ingénieur Salah Ben Nasser Al-Jasser, chef de la partie saoudienne. Rappelons que le Conseil d'affaires djibouto-saoudienne se tiendra également demain à Djibouti pour discuter des moyens d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Eh bien, dans un discours, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdid Saïd Bamakrama, a souhaité la bienvenue au sous-secrétaire saoudien et aux membres de sa délégation
L'accompagnant, le diplomate djiboutien, a confirmé par la même occasion l'importance de ce type de rencontre directe visant principalement à approfondir les relations fraternelles entre Djibouti et le Royaume, ainsi qu'à faire avancer les projets de coopération entre les deux pays. Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère saoudien des Transports et des Services logistiques a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, soulignant que le comité mixte Djibouti-Arabie Saoudite contribue sans aucun doute à l'approfondissement et à la consolidation des liens fraternels entre Djibouti et le Royaume frère d'Arabie Saoudite. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre d'un projet d'assistance technique financé par l'Agence française de développement et mise en œuvre par l'Expertise France, la Banque centrale de Djibouti a organisé un séminaire autour des enjeux de lutte anti-blanchiment et financement terroriste. Cet atelier lancé par le gouverneur de la Banque centrale a vu la participation des représentants de la Banque centrale d'Île Maurice, les représentants de l'AFD, des experts de la Banque de France ainsi que des représentants nationaux des différents secteurs concernés. L'objectif de cette mission consiste à une préparation à des évaluations qui, entre autres, l'évaluation du niveau de sensibilisation aux enjeux de l'évaluation du GAFI-Oman au sein du secteur financier et des autorités de supervision des autres entités des secteurs financiers et des professions non financières désignées. Ainsi, des analyses des dispositifs organisationnels mis en place au niveau national pour le suivi de l'évaluation GAFI et des rencontres de ces différentes instances pour comprendre leur articulation et leur rôle respectifs. GAFI, c'est l'organisme international qui évalue l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et donc, chaque pays fait l'objet régulièrement dans ce projet, c'est d'essayer d'aider les autorités dans cette évaluation et puis potentiellement ensuite de les aider aussi à mettre en place un plan d'action pour combler les éventuelles lacunes qui auraient pu être identifiées. Eh bien, cet atelier sur les enjeux de lutte anti-blanchiment se tiendra jusqu'au 23 novembre à la Banque centrale de Djibouti et consistera à une évaluation du niveau de sensibilisation aux enjeux d'évaluation du GAFI-Oman. Direction le Nord, où la générosité des fraternités, la jeunesse de la sous-préfecture de Randa manifeste son soutien infaillible à travers une initiative exemplaire du colloque de fonds pour la solidarité palestinienne, inspiré par l'esprit de coopération et de soutien mutuel. Ces jeunes engagés se sont rassemblés au centre de développement communautaire de Randa, déterminés à faire une différence concrète. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur des Palestiniens de Gaza. À travers ce rassemblement, la jeunesse des localités se mobilise à leur tour, apportant leur pierre à l'édifice à la cause palestinienne. Cette collecte de fonds est un acte de solidarité puissant, une démonstration de l'esprit humain et un appel à la mobilisation pour ériger des ponts de paix et d'entraide. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le bureau des médias du gouvernement à Gaza a annoncé hier que l'agression israélienne a fait plus de 12 300 morts, dont environ 5 000 enfants, 3 300 femmes. Depuis le 7 octobre dernier, le bureau du gouvernement a déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne que c'est les 12 300 martyrs, dont plus de 5 000 enfants et 3 300 femmes. Le communiqué a ajouté que le bilan des martyrs parmi les personnes médicales a atteint les 200 personnes, dont des médecins, des infirmiers, des ambulanciers. En outre, 22 membres de la défense civile sont tombés en martyrs, ainsi 56 journalistes. Le bilan des blessés est passé à plus de 3 000, dont 75% des victimes sont des femmes et des enfants. Le gouvernement de Gaza a évoqué les 6 000 personnes portées disparues, dont 4 000 encore sous le décombre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.